Bonjour à tous et bienvenue dans le plateau du bien-être. Je vous espère en forme. Eh bien, nous sommes encore là ce matin. C'est parti pour 1 heure de temps en notre compagnie. Et vous le savez, hein, nous parlons de Novembre bleu. Oui, Novembre bleu, ce mois qui permet de sensibiliser en tout ce qui concerne le cancer et plus précisément le cancer de la prostate. Raison pour laquelle, dans cette émission ce matin, nous allons recevoir le docteur Maï Bonbonne Bédévi. Elle est anatomo-cytopathologiste et avec elle, nous allons parler de symptômes précoces et diagnostic du cancer de la prostate. Elle est déjà même sur ce plateau bien installée et prête à vous servir. Bonjour docteur. Bonjour Blandine. Comment vous vous portez? Ça va. Et chez vous? Ça va également, toute belle avec le bleu. Novembre bleu. Jusqu'aux lunettes, aux ongles. C'était un hasard. Pour les lunettes quand même, c'était un hasard. Et pour les ongles. Bon, le reste, les hommes La bague. Même la bague, oui. L'affaire là, c'est sérieux. Hein. Les hommes à l'honneur. Est-ce qu'on peut soutenir les hommes comme ça? Je les aime, les hommes. Alors, docteur, j'espère que vous vous portez bien. Ça va. Plaisir pour moi de toujours venir informer et rester à côté de vous. Ah, oui. J'aime votre compagnie. Voilà. Avec c'est réciproque. Merci. Parce qu'à tout moment, vous êtes à l'hôpital et tout. Au moins, ça fait plaisir de sortir de ce cadre également. Changer un peu d'air quand même. Je suis d'accord. En tout cas, docteur, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau avec nous. Vous allez rester du début jusqu'à la fin. Genre, vous allez faire 1 heure. Vous allez même participer à la causerie. Ne faites pas attention à mes avis, s'il vous plaît. Déjà. On a à peine commencé. Également sur ce plateau avec moi, Nachat et Ezekiel. Nach, bonjour. Bonjour Blandine, bonjour Ezekiel et bonjour à notre invité. Aujourd'hui, bon, c'est une particularité, hein, on va le dire ainsi. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Je me porte très bien également, je rends grâce. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Ezekiel, bonjour. Bonjour Blandine. Tu as décidé tout ce mois d'être au bleu. Genre, quand tu viens sur ce plateau, on doit voir le bleu quelque part. Moi, c'est une coïncidence. J'aime le bleu généralement déjà. Ah, donc, ça fait que voilà, la coïncidence est encore plus frappante. Okay. Mais voilà, si ça peut donner voilà, un petit signe, en tout cas un petit soutien aux hommes peut-être souffrant du cancer de la prostate, eh bien, ça va être plaisir de le faire. J'espère que vous allez bien. Plaisir de partager le plateau avec le docteur une nouvelle fois. Ça fait la 2e fois, je pense. Oui. Donc, c'est un plaisir. Ça ne fait que commencer. Je me fais ainsi de remplacer aujourd'hui notre cher ami Jacques. Oui, valablement. Je ne suis pas là souvent les jeudis, mais voilà. C'est un plaisir voilà, de partager en tout cas cette émission avec vous encore une fois. Merci d'être là. Ça me fait énormément plaisir de vous avoir tous les deux à mes côtés. Et bien, très chers téléspectateurs, vous le savez, c'est jeudi. Nous allons nous rendre également à l'hôpital tout à l'heure. Je ne vais pas dévoiler le thème sur lequel nous aurons à parler. Ce sera dans quelques instants dans la rubrique à l'hôpital. Mais pour l'heure, nous allons y aller avec, vous le savez, la causerie. Vous êtes prêts? Docteur, ça peut y aller. Non, quand on n'est pas prêt là, c'est quand on voit le thème que tu sais que tu es prêt ou pas. Non, c'est quand tu commences. Je compte sur vous. Moi, je compte sur moi. D'accord. Eh bien, le thème de notre causerie nous dit ceci. Mariage arrangé ou mariage d'amour? Lequel est le mieux? En tout cas, bon, si on se base sur le fait que généralement ce sont les femmes. Eh, pardon, c'est pas parce que tu remplaces Jacques sur ce plateau aujourd'hui que tu vas parler comme lui. Je ne suis pas d'accord. Attends, je vais aller au bout. Non. Moi, ce que je veux dire, c'est que comme généralement, oui. On sait que c'est les femmes, c'est aux femmes qu'on arrange le mariage généralement. C'est vrai que non, pas forcément. La plupart du temps, docteur, la plupart du temps c'est ça. Non. Donc moi je veux d'abord écouter vos avis. Regardez. Après je donnerai. Pour que Jacques se dise wesh, il me représente valablement. Quel wesh. Il n'y a pas de wesh ici. Moi je pense que les femmes sont plus. Je veux pas employer le thème forcé parce que bon, comme on parle d'arranger, on impose plus aux femmes.
Je dis ça comme ça, hein, je dis ça Donc, comme ça. tu veux laisser la parole aux femmes Oui, d'abord. moi je veux écouter les femmes, je veux savoir ce qu'elles pensent de démarrer arrangé. Après on va... Oui. Les femmes. Qui va? Nash. Ah ouais. Bon, ok, Nash, tu Nash. commences, c'est tombé sur ta tête. Nash. C'est tombé sur moi, vraiment. C'est Comme contagieux. vous le savez, je vais juste toquer et puis je me pose pour le moment. Comme Et d'habitude. puis j'écoute les avis des uns et des autres. Bon, en réalité, c'est vrai qu'au début, on dit mariage forcé ou mariage arrangé. Avec nos parents, ils disent c'est une bénédiction. Mais, à l'heure là, est-ce que c'est toujours une bénédiction? Je me pose des questions. Parce que moi, je me dis, que ce soit mariage arrangé, mariage d'amour, chaque type de mariage en réalité a ses avantages en réalité. Quand on prend un mariage d'amour, peut-être qu'on peut ressortir du romantisme. Et quand on prend un mariage arrangé, peut-être qu'il y en aura une belle stabilité. Moi, je vais dire mariage arrangé. Quelque part, ils se sont mis d'accord avant de faire ce mariage-là. Ce n'est mais les deux personnes. Non, les deux personnes n'ont pas d'avis à donner. Mariage arrangé, les deux Je personnes pense n'ont que la pas plupart du temps, d'avis. ce sont les les familles. parents Ce sont les... qui décident. Oui. Bon. Genre, Moi, ton papa je décide dis pas que tu vas qu'ils épouser. sont d'accord à 100%, oui. mais disons que c'est pas, on n'a pas dit un mariage forcé, on a dit arrangé. C'est vrai qu'ils ne sont pas d'accord à 100%, mais Moi, au moins, peut-être... Arranger. Arranger, c'est forcé, non? Comment arranger, Est-ce c'est que pas forcé. forcément? Arranger, c'est forcé. Est-ce que forcément? Arranger, c'est presque forcé. En tout C'est cas, presque on va laisser forcé. Nash aller au bout de sa réflexion. Oui, oui, Après, on va voir. Désolé. C'est presque forcé en réalité. Et puis bon, moi, personnellement, moi, je ne peux pas accepter un mariage arrangé en réalité. Parce que je ne peux pas aller, peut-être que même après le mariage, ils vont dire, bon, 2 ans ou 1 an après, L'amour peut venir. l'amour peut venir. L'amour peut venir. Même si c'est un maladie riche. Oh, pardon. Ah, Là, oui. il Ah, oui. Tu parles. Elle n'arrive plus à répondre. C'est Moi, je fais son cœur. clair. Faut pas chauffer son cœur. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a ça aussi, mais qui n'aime pas le bon. Hein, Ah oui, ah oui. mais bon, il faut voir les choses. Quelque part, il y a l'amour aussi qui compte. Oui. Bon, tu ne peux pas aller épouser quelqu'un que tu n'aimes pas en réalité. Comment tu vas vivre cette relation? Comment toi, tu vas entretenir ce foyer? Ça serait très compliqué. Donc, pour moi, je préfère un mariage d'amour. D'accord. Docteur. Ah, c'est moi maintenant. C'est tombé, ça tenait tourné, c'est tombé sur moi. Ok. Mariage d'amour ou mariage arrangé? C'est culturel. Je vais partir sur la base du fait que c'est culturel. Les mariages arrangés, moi je pense que c'est des mariages un peu forcés. D'accord? Deux familles décident de mettre leurs enfants ensemble et de leur dire vous devez vous marier parce que en tout temps dans nos familles nous avons des liens qui doivent être conservés. Je n'aimerais pas être à leur place, ça c'est sûr, mais il y a des mariages arrangés qui finissent par l'amour. Donc, quelqu'un peut être heureuse dans son mariage arrangé et en mariage d'amour, au départ, l'amour, il est toujours là. Hein. Après, c'est Ça vit. c'est l'amour. Donc, pour dire court, moi je pense, ça dépend des situations. Je peux me retrouver dans un mariage arrangé qui va me plaire. J'aurais aimé avoir un mariage d'amour, mais si je me retrouve à aimer qui je ne dois pas aimer, il y a un problème là-bas, c'est toujours biaisé. Donc, mariage d'amour, mariage arrangé, je suis un peu partagée. Je peux être branchée mariage d'amour, je peux être branchée mariage arrangé. Ça dépend du contexte et des parties comme un bon aladji comme ça. Oui, l'intérêt. Il faut mettre les choses bien. Vous m'imaginez moi comme ça, on me dit, ah, bon, je suis déjà mariée, mais bon, je vais parler. C'est un exemple. C'est un exemple.
Moi, à mes 18 ans, on me dit que on me marie avec mon Aladi multimillionnaire de 60 ans. Excusez-moi, Eh je Allah. dis la vérité. En vrai, C'est ce qui se passe. c'est ce qui se passe en fait. Donc, je vais regarder 60 ans, 18 ans, Un multimillionnaire. multimillionnaire. J'ai quoi à Tu perdre? votes quoi? Attendez, mon compte en banque assuré. Je pleure le goumet à Dubaï. En tout cas, c'est mieux de pleurer. Mon frère, C'est mieux de pleurer à Lomé. bon, vous-même, il faut penser. Pardon, je vais pas dire quelque chose, il faut sciencer dessus. Sinon, ça dépend. Hein. Amour sans argent, argent sans amour. C'est en quelque sorte la question en vrai, ça. Bon, pas forcément amour sans argent. Tu peux tomber sur ton amoureux qui est plein aux as. Et les gens disent que les femmes sont matérielles. Oui, on est matériel. C'est pas grave, on assume. On s'assure. Ça va avec, moi je pense. L'amour va avec le matériel. Donc que ça soit... Merci. Surtout cette génération. Bon. Faut pas vous allez venir. Genre, il est, C'est pas... C'est des avis, hein. il est écrit quelque part. On donne juste nos avis. Il a écrit C'est à quelque vous de part. voir. À vous de que- voir. C'est pas, c'est Ouais. un choix personnel. Exactement, aussi. c'est à Donc, vous de voir. faut voir ce qui vous arrive. Mais il faut bien voir. Hein. Si le docteur dit que... Ici, c'est elle Maï même qui la- dit. C'est Maï qui dit. C'est pas le docteur. Elle parle en tant que Maï. Donc, Bon. Si elle dit, dans la deuxième partie, tu peux parler de docteur. vous-même, Bon. c'est ça. Dans la parole te revient. Elle a fini. Ah oh non, je savais que ça allait me inaudible de manière. C'est pas comme si j'allais fuir le plateau. Tu as failli fuir. Je pense que je ne serai peut-être jamais d'accord avec les mariages arrangés, personnellement. Parce que pour moi, on ne peut pas engager deux personnes. On ne peut pas engager deux personnes. D'autres personnes ne peuvent pas s'engager à la place de d'autres personnes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que l'engagement vienne toujours un temps soit peu de soi-même. Parce que c'est partager une vie avec quelqu'un, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, le quotidien, des enfants que vous allez avoir peut-être, et encore, peut-être c'est vrai que oui, on peut avoir la stabilité financière, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Je pense que c'est encore beaucoup plus compliqué pour les femmes de vivre ces mariages-là, parce que comme tu l'as dit souvent, enfin comme je le pense, c'est que souvent, pour les femmes, du côté des femmes, ce sont les parents qui poussent un peu, qui poussent un peu vers ce genre de mariage-là, parce que soit leur fille vieillit, soit le parti qui est en face est généreux, ou encore, comme l'a dit le docteur Maï, ce sont Pas le des... docteur, comme l'a dit Comme Maï. l'a dit Maï, ce sont des liens familiaux qu'on veut conserver Oui. en unissant les deux familles. Oui. Et moi, je pense que ce que les deux personnes ressentent doit toujours passer au-delà de tout cela. Il faut que leur avis compte un minimum. Un minimum. Il faut qu'un compromis soit trouvé pour que ce mariage arrangé soit fructueux. On peut réussir à forcer à le faire, mais la finalité sera peut-être cataclysmique parce que les gens vont jusqu'à tuer les personnes avec lesquelles elles vivent parce qu'elles ne veulent juste pas vivre avec elles, vous voyez. Donc les conséquences que ça peut engendrer peuvent être vraiment graves et peuvent être plus graves même que les avantages qu'on penserait obtenir de ce type d'union-là. Maintenant, après, c'est vrai, c'est bien beau le mariage d'amour aussi, mais on ne vit pas d'amour. Pas que d'amour. On ne vit pas que d'amour. Voilà. Parfois, l'amour ne suffit pas. Voilà, c'est ça. En même temps, il faut que de l'autre côté, ça soit un temps soit un peu voilà, équilibré. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut plus que régler que les conséquences qu'on peut obtenir lorsqu'on arrange un mariage. C'est-à-dire que si vous avez de l'amour dans votre relation, vous pouvez, comment dire, vous pouvez vous bâtir une stabilité financière ensemble. Ça dépend je sais pas, je vais pas dire la flamme, mais la flamme va pas suffire, mais est-ce que vous sentez que votre partenaire en face de vous
est capable avec vous de pouvoir avancer aussi sur ce point-là. Je pense que si vous croyez vraiment en lui, vous pouvez aussi aller à ce mariage d'amour-là et construire ensemble quelque chose de solide et de stable financièrement aussi. Donc, je mets mes raisons et mes avis dans la balance et je me dis que je ne serais peut-être jamais d'accord avec un mariage arrangé. Peut-être que je ne le comprendrai jamais parce que je ne peux rien faire contre ça, parce que ça existe et ça va continuer d'exister. Mais je ne serai jamais d'accord avec ce genre de mariage. En tout cas, moi, j'inviterais les gens à beaucoup plus prendre leurs engagements eux-mêmes et à beaucoup plus réfléchir aussi, à peser ce qui peut aller de bien, parce que voilà, dans une relation, il y a beaucoup d'autres choses qui sont aussi, qui pèsent lourd aussi dans la balance. Donc de peser vraiment le pour et le contre et de dissuader un peu les parents de faire les mariages 100% arrangés. Je sais pourquoi je dis ça, parce que il y a des circonstances qui peuvent amener à faire un mariage arrangé aussi. Peut-être c'est deux personnes qui sont déjà ensemble, où la femme peut tomber enceinte et on dit voilà, il faut que dans notre famille, je suis désolé, tu vas pas enceinter ma fille et la laisser comme ça, il faut que tu l'épouses, ou que tu fasses les choses dans les normes. Voilà, que tu fasses un signe de respect, tout ça. Donc par respect, on peut épouser, même si on sait qu'aujourd'hui mettre enceinte quelqu'un ne veut pas forcément dire qu'on va passer sa vie avec cette personne aussi, mais je comprends plus ce type de mariage arrangé que ce qu'on fait sur la base financière ou sur la base juste des liens qu'on veut conserver dans la famille. Donc c'est un peu mon avis sur le sujet. Mais je vais dire quelque chose un peu sur ce que tu as dit par rapport au fait que ce soit la femme qui soit forcée. Moi, je pense que ce n'est pas que la femme. Parfois, toi, l'homme, tu n'as pas d'avis à donner. Ça peut arriver. C'est vrai qu'on voit la femme comme la partie sur laquelle on peut mettre la pression. Oui. Mais sur l'homme aussi, on met beaucoup de pression. Oui. Je ne vais pas citer de religion pour dire que non. Oui. Mais il y a des lieux où le papa est capable de renier son fils comme ça. Parce que c'est cette fille-là tu dois marier. Oui. Donc la pression est autant chez la femme et autant chez l'homme dans les mariages arrangés. Surtout l'homme aussi qui grandit, les parents disent mais tiens, toi là depuis là tu fais quoi même? Donc si tu ne trouves pas de femme, on te donne d'ici à tel jour, tu dois nous amener une femme, sinon j'ai même une anecdote, on te fait un choix à vous raconter. Quand j'étais encore adolescent, moi j'étais à l'académie de foot avec des compagnons qui étaient, je ne veux pas donner de religion, mais vous imaginez bien. Et donc il y avait peut-être deux ans de plus que moi, parce que c'était les catégories en dessus, voilà. Donc à 18 ans, le garçon, il avait tout, parce que le papa avait tout déjà préparé, les entreprises marchaient bien, il y avait une stabilité financière importante, et donc on lui mettait déjà la pression à 18 ans de présenter une femme, où on lui en imposait une, on lui a donné une deadline, on lui a dit d'ici 6 mois, si on n'a pas de femme, eh bien on retire tout ce qui est bien, tout ce que tu as, parce que après c'est pas toi qui as travaillé pour l'avoir, c'est vrai que tu profites de tout ça, mais c'est des menaces. Bah oui, c'est clairement des menaces. Ah là, je n'aimerais pas être à ces conditions. C'est clairement des menaces. J'ai aimé la façon dont, avec du recul, j'ai aimé la façon dont ce jeune homme a géré cette situation, parce que avec du recul, je pense qu'il a été très mature. À 18 ans, on ne pense pas forcément comme ça. Il a demandé à son père de retirer les biens, sans souci, mais il demande à conserver ses droits d'enfant, c'est-à-dire continuer l'académie normalement. Il ne veut pas le train de vie qu'il avait, continuer l'académie normalement, pouvoir aller à l'école, et les besoins normaux, le minimum qu'on te donner à son enfant, et de lui donner encore 3 à 5 ans pour amener une femme. Ce qui a été fait. L'année dernière, il s'est marié avec la femme de son choix. Il a pris le temps. Il n'a pas mis en avant peut-être la stabilité financière de sa famille, parce que c'était pour sa famille. Il pouvait dire bon, après tout, moi j'ai tout. Voilà. Donc il a présenté une femme qu'il a épousée maintenant dignement. Et il est en quête de même d'épouser une deuxième femme, à ce que je sache actuellement. Voilà, donc pourquoi pas. Moi je pense qu'il a su gérer pour être avec celle qu'il voulait, vous voyez. Donc je pense que celle qu'il voulait. Et voilà, celle qu'il voulait, parce que maintenant il en veut une deuxième. Voilà. Moi je pense que le fait aussi de passer par là, ça vous donne un peu aussi une ouverture, une assurance de pouvoir gérer
tout ça. Donc, Mais ce vraiment, n'est je trouve pas, ça- ce n'est pas ça vraiment très bien. évident de. Je pense que de s'il me faire regarde, comme lui. il va vite se reconnaître dans sa imagine histoire. s'il quand avait même. accepté Mais aussi je les me dis- conditions de ses parents. Parce que souvent on dit, en tout cas c'est ta maman qui dit, Ouais, il ne ouais, faut ouais. pas. Sinon Oui. ce qui va t'arriver après, Il tu aurait vas pu, commencer à avoir être peur pour malheureux. rien. On n'en sait rien. Peut-être que la C'est femme qu'on a possible. imposée, il C'est aurait pu être possible. heureux, mais C'est vrai. il a Il a pensé. 18 ans, mais À 18 ans, mais qu'est-ce il a. qu'il va faire? Et moi, je me dis, sans enfants, je pense que ils seront 10 à décider de ce que lui a décidé là. Sur 100, Oui. si on met actuellement Mhm. Oui. 100 enfants de 18 ans, Oui, 18 ans. financièrement, bien assis. Ah oui. Ton Il a papa tout. dit, je te prends en charge, je Oui. prends toi, ta femme en Oui. charge. Mhm. Marie-toi. Et il avait Il déjà, a eu il avait déjà quand une maison à disposition. Hein. C'est-à-dire que lorsqu'il décide de se marier, mais la maison est à lui. Wow. Mais Ouais, quand c'est- je ne me c'est un marie pas, dilemme, hein. je dis, Non. tu vas te retrouver dans une situation. Il a eu de la maturité. De la C'est vrai, maturité. quand même, pour son âge. À 18 ans. Il a eu de la maturité et le cran, hein. Je me demande si j'aurais fait la même chose. Ah, Tu aurais cédé. Comme ça. non, mais des fois même c'est ce qui conduit certaines personnes après avoir eu un mariage arrangé Oui. à prendre Encore une autre Voilà. femme, d'autres d'amour, femmes. mais c'est Voilà, ça, parce d'amour, que ils se- Et elles c'est se la disent- première qui est malheureuse maintenant dans Voilà, dans ce foyer. justement. Parce qu'on se dit ce sont les parents qui ont arrangé le coup. Ouais. Donc, ce n'était pas avec le cœur C'est que ça. j'ai fait. C'est Il ça. faudrait que je prenne ma femme, genre À moi. celle que j'aime Oui, voilà. réellement. C'est Et ça. du coup, on ne pense plus à la première femme, à ce qu'elle aura subir comme choc émotionnel, psychologique et autres. Et puis ce qui voilà, m'a on est poussé dedans aussi comme à ça. raconter la note, c'est que j'ai eu d'autres cas comme ça où c'était des femmes et ça n'a pas pu, Ok, elles ils n'ont pas pu tenu. s'imposer de la Elles se même sont manière. mariées. Voilà, ils se sont Je mariés vois. calmement. Et Je vois. c'est là que je me dis que je ne dis C'est pas plutôt les je ne dis pas que c'est plutôt les femmes où les femmes sont en guillemets faibles par rapport à ça, mais je pense qu'elles ont moins de moyens Oui. aujourd'hui de s'imposer parce qu'on ne comprend pas qu'une femme aujourd'hui puisse aller en l'encontre de la décision de son père ou sa maman ou bien de la famille entière. C'est dans ce sens-là que je disais que beaucoup plus les femmes sont poussées à ça, mais voilà, c'est toujours à nous La de changer les pression, mentalités, de voilà. Mais comment nos parents faisaient donc? Bah ouais, c'est ce qu'on dit souvent, que nos parents, Comment la majeure ouais. partie du temps, enfin, Mais ils ont c'était fini par des s'aimer. Oui, par s'aimer, C'était avoir joli. plusieurs enfants. Ils allaient faire pipi ensemble, ils allaient Moi- faire caca ensemble. On met tout ensemble. Et là, Vous allez pas être d'accord Comment avec ils ont- moi, hein, mais hein? moi je dis que ah, je comment dis ils ont pas fait? je dis pas qu'il y a eu de l'amour finalement. Ok, il peut y avoir un peu d'amour parce que quand tu finis pas, mais moi je pense que c'est de l'habitude. Bon. Quand vous vivez avec une personne tous les jours, vous Forcément. habituez à la personne plus que vous l'aimez. Moi c'est comme ça que je pense. C'est un avis personnel. Hein, c'est comme ça que je pense. Lorsque on vous L'habitude, on vous- est-il l'amour? c'est la question qu'il faut se poser. Parce que moi je pense que si aujourd'hui on me met dans une même maison avec Blandine et on me dit voilà, vivez l'amour. Parce que Vous pourquoi allez c'est mal vivre pourquoi c'est l'amour. mon nom? Vivez l'amour. Pourquoi tu n'as Vivez pas l'amour. c'est comme tu n'as pas pris C'est pas bleu, non. Bon, Blue! bon, si on prend moi ma mère, elle vient nous dit vivez l'amour, ben on va vivre l'amour. Hein. L'homme fou! On va vivre l'habitude, les gens voient l'amour. Nous, on va vivre l'habitude. L'homme serré! Seul vous deux. Nous deux, nous savons. Les Oui, gens oui. voient l'habitude, enfin Justement. l'amour. Mais L'amour. nous, on est habitués à être ensemble. Donc, on sait comment. Et puis, vous allez vous comprendre sur un temps, mais à un moment donné, ça va forcément craquer, je pense. Hein. C'est vrai que nos parents, ça va craquer, mais eux, ils sont dignité, honneur, faut pas, on ne divorce pas, etc. etc. Donc, voilà. Même si c'est nous, pas bon, reste là. nous, on voit pas les problèmes, hein, mais il y a beaucoup de couples qui sont vieux aujourd'hui, mais qui sont plus heureux. Qui sont plus heureux. En tout cas, merci à tous pour vos avis sur ce sujet. Je sais que vous avez eu, chers téléspectateurs, à écouter nos avis et que, comme je le dis toujours, que vous aurez à prendre de bonnes décisions, les meilleures décisions pour vous. Moi, je vous le dis tout le temps, prenez des décisions qui font que vous avez le bien-être, en fait, que vous avez une certaine paix intérieure. Si vous n'avez pas ça, franchement, ce n'est pas la peine. Donc, voilà. C'est ça. De toute façon, je vous aime, vous-même, vous savez. Eh bien, c'était donc tout pour notre causerie de ce matin. Nous allons y aller avec l'info du jour.
Comme lors de son premier mandat, le président élu des États-Unis, Donald Trump, pourrait rétablir en janvier la règle du baillon mondial. Cette politique interdit l'utilisation des fonds américains pour financer des avortements ou même fournir des informations sur ce sujet. Une inquiétude donc pour les Zimbabwéens. Les confrères de Africa News nous donnent les précisions. Au Zimbabwe, près de Harare, ces femmes attendent depuis des heures pour obtenir des pilules contraceptives gratuites. Financé par les États-Unis, ce service pourrait disparaître si Donald Trump rétablit en janvier la règle du baillon mondial qui interdit l'utilisation des fonds américains pour financer les services médicaux liés à l'avortement. Il est important de prendre des contraceptifs pour éviter les grossesses non désirées et être contrainte d'avoir recours à l'avortement. Il est important d'espacer les naissances et mettre en place des méthodes de planning familial. Selon Pester Siraha, qui dirige une ONG, si Donald Trump rétablit la règle du baillon, 1,3 million de femmes zimbabwéennes pourraient perdre l'accès aux soins, entraînant 461 000 grossesses non désirées et 1 400 décès maternels supplémentaires. Je crains que la règle du baillon mondial, si elle est rétablie, ne soit élargie. Le projet 25 proposé à Donald Trump par des conservateurs de la fondation Heritage parle d'étendre la règle du baillon mondial au gouvernement, aux organisations et à tous ceux qui reçoivent les fonds d'aide américains. Cela aura des effets dévastateurs en termes d'accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les femmes et en termes de choix pour les femmes. Angeline Moukayana, déjà mère de 3 enfants, s'est fait poser un implant contraceptif. Avec les 100 $ mensuels qu'elle gagne en tressant des cheveux, elle ne peut se permettre d'être suivie dans le privé où le prix d'une consultation peut atteindre 60 $. Il est regrettable que nous soyons si loin de l'Amérique et que nous ayons à subir les conséquences de sa politique. Tout ce que nous voulons, c'est la liberté de choisir les dates de nos grossesses et d'avoir accès à des services de planning familial gratuits. En Ouganda, au Ghana, en Éthiopie ou au Kenya, des services allant de la contraception à l'accès à l'avortement sécurisé ont été réduits ou supprimés pour éviter de perdre les financements américains. Voilà, c'était tout pour l'information du jour. Nous allons marquer une pause et après revenir continuer cette émission. Le 34e numéro de Dagon Magazine fait honneur à Dagan Dadede Theresia Massonia Hunede, une des reines incontestées du journal parlé au Togo. La rubrique santé de ce numéro de Dagon Magazine nous parle de la variole du singe ou Mpox, ses modes de transmission, ses symptômes et sa prévention. La rubrique bien-être de son côté attire vivement notre attention sur les conséquences cachées des boissons alcoolisées. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Sous le haut parrainage de Madame le ministre des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessikama, vivez ce 8 décembre 2024 la 2e édition de Lomé Bike Tour, le vélo au service du bien-être mental. Les rues de Lomé se transforment en une immense piste cyclable. Passionnés de vélo, amateurs ou professionnels, hommes, femmes et enfants sont conviés à cette expérience unique et inédite. Le parcours de 20 km prendra son départ au stade Omnisport et traversera les paysages pittoresques de Lomé. Arrivé en village d'exposition animé vous attend sur l'esplanade du stade Omnisport avec des stands de produits locaux consommables. Venez nombreux y participer. Amoureux du vélo du Togo, du Bénin, du Ghana, du Burkina Faso et de toute l'Afrique, joignez-vous à nous pour une journée mémorable de vélo, de découverte et de pur plaisir, tout en contribuant à dynamiser le tourisme local et à promouvoir la santé physique et mentale de la population. Infoline 92 35 02 32 99 23 22 45. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non.
Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Merci de nous rejoindre. Si vous venez de le faire, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être et tout de suite nous allons aller à l'hôpital, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, toujours avec Gisèle. La consultation prénatale CPN est la prise en charge globale de la femme enceinte et de l'enfant qu'elle porte par un personnel de santé qualifié dans une formation sanitaire. Comme toute consultation, le professionnel de santé inscrit les informations sanitaires de la femme enceinte dans un carnet appelé carnet de CPN. Quelle est son importance? On en sait davantage dans cet élément de Gisèle Sossou. La CPN elle-même, elle est importante. Elle permet d'abord de confirmer la grossesse, de suivre la grossesse, de faire les examens, c'est-à-dire tout ce qui est autour de cette grossesse du début jusqu'à la fin. Si la CPN elle est importante, il faudrait mettre les éléments qu'on prend, tout ce que on fait sur la femme, les examens qu'elle a fait et tout, il faudrait le notifier quelque part. D'où l'importance capitale du carnet de CPN. Parce que lorsque vous allez venir à l'hôpital ou que vous allez vous déplacer en temps de grossesse, que vous allez dans une autre ville ou bien dans un autre hôpital, c'est ce carnet qui va permettre à l'agent de santé, quand il va prendre le carnet de CPN, il va savoir ce que vous avez fait, ce que vous avez suivi, si vous avez bien fait la CPN, même si la CPN a été de qualité. Parce qu'il y a les CPN, certes, mais il faudrait que la CPN aussi soit de qualité. Si vous avez des affections, si vous avez des allergies, si vous avez des risques par rapport à cette grossesse, si c'est une grossesse précieuse, c'est le même carnet qui va permettre à l'agent de santé, à la sage-femme, au gynéco, de savoir que non, ce cas, c'est à prendre ci, ce cas, c'est à prendre comme ça. Et le carnet de CPN, c'est ça aussi qui aide après l'accouchement. Après l'accouchement, on va notifier des choses dedans. On va notifier des données du nouveau-né. On va notifier les vaccinations du nouveau-né, les vaccinations de la mère au cours de la grossesse et après l'accouchement. Après même les visites après accouchement, c'est-à-dire post, on va les notifier là-bas. Et maintenant, après que vous ayez passé votre temps, votre enfant a grandi, lorsque vous allez tomber enceinte à nouveau et que vous irez à l'hôpital, vous devez être accompagné, vous devez prendre votre
ancienne carnet de CPN. C'est ce carnet de CPN qui va orienter maintenant la sage-femme, la gynéco, l'agent de santé pour savoir que vous êtes quel IMGS, vous avez déjà 3 enfants, vous avez déjà un enfant, vous avez déjà fait des morts-nés, vous avez déjà fait des avortements. C'est ce carnet-là qui sera l'archive maintenant de votre santé. Donc le carnet de CPN est très très important dans la vie d'une femme qui fait sa maternité. Vous demandez à certaines femmes, l'année passée, elle est tombée enceinte, elle a accouché, mais elle vient cette année, elle ne sait pas là où elle a déposé le carnet de CPN. Et maintenant, elle te dit encore qu'on a déménagé, autre. Donc moi, je me dis, et je vous dis, s'il vous plaît, prenez soin de vos carnets de CPN. Voilà l'importance du carnet de CPN. Et heureusement, sur ce plateau aujourd'hui, on a les représentants de... Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Je veux parler... Non, je veux parler des représentants du corps médical. Ah, ok. Si c'est ça, c'est toi qui as raison. Qui représente le corps médical? Vous, sur ce plateau aujourd'hui, qui heureusement. Donc, il faut leur dire l'important. Docteur Maï, qui est médecin ici? Non, on est toujours dans Maï. On est plus dans Maï. On est dans le docteur Maï. On est dans le docteur maintenant. On est là, le docteur Maï. Oui. Je vais parler en tant que médecin généraliste. C'est ça. Ok. Le carnet de CPN est très important, d'abord, au cours de la grossesse. D'accord? Au cours de la grossesse, c'est ce carnet qui vous permet qui vous permet à vous-même et au corps médical ou au corps professionnel de santé qui va vous voir, si ce n'est pas lui qui est habitué à vous voir, à connaître l'histoire de votre grossesse. Parce que toi, tu es enceinte, tu peux ne pas te rappeler de tout ce que tu as, mais tout est notifié dans ce carnet, du début jusqu'à la fin. Mais ça ne s'arrête pas qu'au cours de la grossesse. Après la grossesse, après la naissance, comme l'a dit déjà dans la sage-femme dans la vidéo, c'est qu'il y a un suivi post-natal qui est à l'intérieur. Mais ce suivi finit par finir. Mais ce carnet n'est pas à jeter, c'est à conserver. Parce que jalousement, merci Nash, jalousement parce que à la prochaine grossesse, on a besoin de ton histoire de la grossesse précédente pour pouvoir anticiper certains gestes dans cette grossesse que tu es en train d'avoir. C'est vrai que toutes les grossesses ne sont pas pareilles, mais il y a des histoires, des empreintes des grossesses antérieures qui sont marquées par rapport à la grossesse que vous avez à l'instant T. Donc ce carnet, que vous ayez 5 enfants, 6e enfant, vous transportez vos 5 carnets de CPN, direction CPN. C'est le même document. C'est le même document. Mettez dans le classeur, oui, comme on classe les naissances, nationalités là. Quand vous savez comment, je vous donne une astuce pour vos enfants. Vous voyez le classeur de l'enfant, non? Vous commencez par carnet de CPN. Naissance, nationalité. Il va au CP1, non? Vous mettez son carnet livret scolaire, CP1, CP2. C'est ça, en fait, le dossier. C'est tout un dossier. Et ça permet de ne pas perdre ces carnets. Donc, c'est très important. En tout cas, c'est dit. Merci beaucoup, Dr Maï. C'est très important. Donc, prenez soin de vos carnets de CPN. Voilà. Pour faciliter. C'est l'éducation prénatale. C'est aussi l'occasion d'attirer. Ça m'est CPN, consultation prénatale. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention de toutes ces femmes-là qui ne vont pas du tout faire ces consultations, qui n'ont jamais eu à faire ça par donner. C'est important pour vous, on doit savoir comment vous vous portez, comment votre enfant se porte dans votre ventre. Donc ne ratez pas les CPN, c'est très important. Les malformations. Voilà. Sans CPN, tu mets en danger ta vie et la vie de ton bébé. Donc c'est très important les CPN. C'est pas pour le bébé seul, c'est pour toi aussi. Impliqué. Impliqué, vous les papas. C'est ça. Ezekiel ou bien. C'est ça, non? Est-ce que je peux dire le contraire? C'est ça. Les femmes vous soutiennent sur moi. Impliqué. Nos femmes bleues. Dis. Faites la même chose sur les femmes. C'est toi qui as raison. On doit les soutenir.
Ah, c'est En bon. tout cas, dans cette affaire, moi, je ne parle plus. Tout ce que je veux là, c'est qu'on marque une pause et qu'on continue l'émission. La pause, s'il vous plaît. Ah. Ah. Zéro palu. Zéro palu. Envoie une alerte aux touristes et aux locaux. Un moustique barré, c'est le logo. Ça peut arriver aux frères ou à la voisine. Souvent on décide et c'est la vie qui choisit. Le premier remède est de s'élever contre la maladie. Oubliez cette raison d'aller au paradis. On compte sur nous, sinon qui va le stopper? Je vous attends à la source pour couper. Beaucoup dit en jeu, on doit pas souper. Mamie allume la spirale pour souper. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. L'objectif c'est zéro palu. Crie avec nous, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, zéro palu. Ça commence tout doucement, la mort ne prévient pas. Ici et là-bas, le combat c'est maintenant. Ça tuera nos enfants, nos mamans, nos papas. Si on n'agit pas, dis-moi qui le fera, yeah. Pour la victoire, yeah. C'est maintenant qu'il faut gagner. Ensemble déterminés. Zéro palu, je m'engage. Zéro palu, zéro palu, zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Zéro palu, Fagaro dire zéro palu. Zéro palu, l'objectif c'est zéro palu. Paraît qu'on ne compte plus tous nos morts du palu. Allô, non ton dernier rapport je l'ai pas lu, je n'ai pas lu. Les parents scandent des Djokato à Babi. Tout le monde y passe de Lomé à Agadir. Protéger la famille, j'ai juré sur ma vie. Bébé sous la moustiquaire, sur mes plaisirs. La fièvre n'est jamais loin, elle est puérile. Donc je veille au grain, je suis terrible. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go, yeah. Fagaro, Fagaro, when you done go, yeah. When you done go. ما تبغى نادي خام تبيرو بيله خليه يندويله جيجيني ويرويه يوبي موكي جوخه objectif zéro palu ما تبغى نانيو آي خليه يندويله بغى نانيو آي جيجيني ويرويه. Retour donc au plateau avec toujours notre invitée du jour. Hein. Elle a démarré l'émission avec nous, elle va finir avec nous. Merci Dr Maï de nous accompagner. Ça me fait énormément plaisir. Avec plaisir. Alors je le disais à l'entame de cette émission qu'avec elle nous aurons à parler d'un symptôme précoce et diagnostic du cancer de la prostate. Et je vous rappelle qu'elle est anatomocytopathologiste. C'est bien, c'est pour bien. elle seule par mot. C'est bien. Tu as révisé. Anatome. Hey, je te dis, c'est tout est passé. Depuis la dernière fois, elle a révisé. Non, ce qui s'est passé, Non, tu as c'est de la blague. Tu fais la position. Qu'est-ce que tu fais? Genre, quel non, mais je maîtrise. Ouais. Non, Je maîtrise. Ça, c'est bon, on se voit en coulisses après. Oh, c'est ça. On se voit en coulisses. Je te dis un petit truc. Tu as bien révisé. C'est le producteur qui a un cadeau pour la fête. C'est ça, pour la fête. Alors, docteur, déjà, dites-nous, c'est quoi un cancer de la prostate? D'accord. Le cancer de la prostate se définit comme une prolifération, une multiplication cellulaire anormale aux dépens des constituants de la prostate et qui échappe à l'organisme, se met à se multiplier et dont l'évolution spontanée se fait vers la mort du sujet porteur si rien n'est fait. D'où l'importance de l'action qu'il faut faire dans le dépistage précoce. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on voit quelqu'un se dit « Ah, lui, c'est le cancer de la prostate », c'est-à-dire quels sont les symptômes aujourd'hui qui sont fréquents, frappants, associés au cancer de la prostate? Je vais dire tout de suite qu'il n'y a pas de symptômes typiques. Tu l'as, tu te dis tu as un cancer de la prostate, il n'y en a pas. D'accord? Mais il y a des symptômes qui peuvent te faire penser à.
qui ne sont pas spécifiques parce que ces mêmes symptômes, on peut l'avoir lorsqu'on a une hypertrophie seulement de la prostate ou lorsqu'on a une inflammation de la prostate, on peut l'avoir. Ce sont des symptômes de troubles urinaires, par exemple, de troubles d'érection. Au niveau, quand on passe au niveau de la douleur ou des douleurs lombaires, là, c'est comme si c'est un peu avancé. D'accord? Dans les troubles mictionnels, disons les troubles urinaires, on peut citer la pollakiurie. C'est l'envie fréquente d'aller faire pipi. Le gars, il est là, tout de suite, il est parti faire pipi, il retourne faire pipi. À partir d'un certain âge, 40 en allant, quand tu as ce symptôme, mieux aller consulter. Ça ne veut pas forcément dire un cancer de la prostate, mais il faut aller consulter pour voir ce qui se passe au niveau de ta prostate. Il y a plein d'autres. L'incontinence, c'est-à-dire tu as envie de faire pipi, mais le pipi ne sort pas. Donc ça crée une douleur là-bas. Les symptômes sont relatifs par rapport à la position de la prostate. Vous savez, la prostate, c'est un organe qui se situe juste au-dessus, en dessous de la vessie. Donc, ce qui fait que l'urètre passe à l'intérieur de la prostate avant d'aller dans le pénis. Donc, du coup, l'urètre traverse la prostate. Quand j'ai un problème au niveau de la prostate et qu'il se gonfle, ça veut dire qu'il va comprimer mon urètre qui, normalement, fait passer le pipi. Donc, du coup, pipi ne peut plus sortir. Soit du tout pas, soit sort petit. Petit, ok, d'accord. Vous comprenez un peu ça modifie un peu la fréquence aussi. Exactement. Donc, ça fait que tu vas être sujet à beaucoup d'infections au niveau de la vessie, donc beaucoup d'infections urinaires et plein de trucs au niveau urinaire. Tu auras des problèmes par rapport à ça. Maintenant, il peut y avoir des troubles au niveau érectile. D'accord? Des troubles de l'érection, c'est simple. Papy, tu ne se lèves plus. Tu ne se lèves plus, ou il est plus efficace comme avant. Et hormis ça, il peut y avoir aussi du sang dans le sperme. D'accord? Donc, il faut faire attention à tous ces signes qui peuvent te faire aller consulter ton urologue, mais qui ne sont pas spécifiques au cancer de la prostate. Alors, en dehors donc, de ces signes-là, est-ce que peut-on considérer que la douleur pelvienne est un type de symptôme du cancer de la prostate? Pour quelqu'un, on reste dans le cadre du cancer de la prostate, pour quelqu'un qui a un cancer de la prostate, s'il a des douleurs déjà pelviennes, c'est qu'on est au niveau avancé. Ça veut dire que ça a quitté déjà la prostate pour d'autres organes et on est au niveau de métastase. On n'est plus dans le dépistage précoce. Lui, il est à un stade avancé. Voilà. Donc, ce n'est pas un symptôme précoce du cancer de la prostate. Lorsqu'on est dans les douleurs pelviennes, c'est qu'on est déjà un peu loin dans le cancer de la prostate. Donc, si je comprends bien par rapport à ce que vous venez de dire, dans les premiers moments, les premiers stades, le cancer de la prostate peut être asymptomatique. Exactement, c'est ce que je dis. Ça peut être asymptomatique parce qu'au tout début, il est tout petit. Il est dans la prostate, il ne dérange pas encore l'urètre. C'est quand il commence à déranger l'urètre que toi, tu as des signes. Quand c'est tout petit, il n'y a pas de symptômes. Mais quand c'est tout petit, on peut le détecter. Ce qui le rend un peu plus dangereux, on peut le dire. Il est dangereux lorsque... Oui, ça le rend un peu plus dangereux parce qu'il faut le détecter tôt. Dès qu'il y a signe, c'est que on est quand même un peu à un niveau qui est en train de... Voilà, alors, quels sont les examens ou l'examen de prédilection pour pouvoir détecter l'anomalie concernant le cancer de la prostate? Comme je disais tout de suite, c'est que on est au niveau du nodule, il n'y a pas encore d'action par rapport à l'urètre. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un examen qu'on appelle le toucher rectal. C'est très important, le toucher rectal. Le dosage de PSA n'est pas spécifique. Le toucher rectal est plus important que le dosage du PSA. D'accord? Le toucher rectal peut se faire par un agent de santé, pas forcément par l'urologue. Quand l'agent de santé fait le toucher rectal et voit que tout va bien, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin d'envoyer vers l'urologue. Lorsqu'il fait le toucher et remarque que normalement la prostate
elle devait être régulière, lisse. Lorsque tu trouves que c'est pas régulier et que en temps il y a un nodule, là, tu l'envoies vers le spécialiste qui est l'urologue, qui maintenant à son niveau va faire des investigations pour voir en temps on est à quel niveau, si c'est une hypertrophie, si c'est un cancer ou si c'est toute autre chose. Donc c'est comme ça, ça se passe. Le toucher rectal obligatoire, très obligatoire. Pour les patients à partir d'un certain âge, il faut se faire dépister. 40 ans, c'est bon. Par année, il faut aller voir un agent de santé par rapport au dépistage du cancer de la prostate. Parfait. Il faut noter aussi que c'est le cancer le plus représenté dans la jante masculine. D'accord. Donc, ce n'est pas qu'il n'est pas fréquent, hein, il est bien fréquent. Donc, ça ne concerne pas que l'autre. Ça peut concerner mon papa c'est ça. et puis mon frère. Donc, du coup, voilà. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Alors, dites-nous, quels peuvent être les facteurs de risque du cancer de la prostate? Les facteurs de risque du cancer de la prostate. Qu'est-ce qu'on entend par facteur de risque d'abord? Les facteurs de risque, c'est les conditions dans lesquelles, si tu te mets, ça peut te donner la chance de faire un cancer. Disons les causes. C'est pas les causes, mais c'est les situations qui peuvent. C'est-à-dire, quand j'ai un facteur de risque dans lequel je me sens bien, ça ne veut pas forcément dire que je vais faire le cancer. Donc, ce n'est pas une cause. Quand c'est cause, c'est que ça implique ça. Mais les facteurs, c'est des conditions dans lesquelles tu te mets et qui te donnent, en fait, la chance de faire le cancer. Maintenant, concernant les facteurs de risque du cancer de la prostate, on va citer l'âge en particulier. D'accord? L'âge. Tout homme, à partir de la quarantaine, doit faire attention à sa prostate. On ne peut pas lutter contre l'âge. Il y a la race noire. Le fait qu'on soit noir nous prédispose à faire un cancer de la prostate. C'est Dieu qui a décidé. Nous avons aussi les facteurs familiaux, disons, et héréditaires. Quand je dis ça, j'entends par là un homme qui, dans sa famille proche, genre son père ou son oncle, a eu à faire un cancer de la prostate. Lui, sa chance est multipliée. Donc, il doit faire attention à lui. Même si ce n'est pas ton père ou ton oncle et que ta tante ou ta cousine a fait un cancer du sein ou de l'ovaire, c'est un signe qu'il faut se dire qu'il y a probablement un gène dans la famille et qui doit t'alerter à te faire suivre par rapport au cancer de la prostate. Donc, c'est en quelque sorte ces facteurs de risque qui sont qui sont critiques, en fait, dont leur impact a été établi par des études concernant le cancer de la prostate. Hormis ça, on va dire la faible fréquence de l'éjaculation, on va parler des causes alimentaires, on va parler aussi du mode de vie et autres. Tout cela, cités, ne font pas trop de poids dans la survenue du cancer de la prostate. D'accord. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre à boire énormément ou à fumer énormément. Il ne faut pas être sédentaire. Voilà, il ne faut pas être sédentaire, il faut pratiquer du sport. Toujours on vous dit ça ici. C'est la même chose là. Mais il faut le faire. Il ne faut pas dire parce que c'est négligeable. Bof, je me mets à boire, je me mets à fumer, je me mets à m'injecter les testostérones là pour me sentir homme. Tout ça, tout ça peut contribuer à la survenue du cancer de la prostate. Voilà. Alors, docteur, dites-nous, souvent on parle de la biopsie. Alors, c'est quoi son rôle par rapport au diagnostic du cancer de la prostate? Ok. Quand on arrive au niveau de la biopsie, c'est pour confirmer le cancer de la prostate. Parce qu'il y a tout un processus. On remarque qu'il y a un nodule où la surface est irrégulière au niveau de la prostate. On demande le taux de PSA qui revient. L'urologue t'examine et décide de faire une biopsie pour envoyer en anatomie et cytologie pathologique. Chez vous. Voilà. Chez elle, quoi. Chez nous. Dans votre département. Dans notre département.
là pour examiner le fragment prélevé. Oui. Donc, sur ce fragment, c'est le médecin anatomo-cytopathologiste qui est habilité à confirmer, à dire que non, nous sommes face à un cancer de la prostate de score SBR tant, c'est à partir de 6 en allant. Et on te dit peut-être qu'il y a peut-être présence d'embole vasculaire ou d'engainement périnerveux. Quand on commence à aller là-bas, on te donne à peu près le stade. Quand on dit à quelqu'un qu'il est à un stade, genre à un Gleason 6, et on dit à quelqu'un qu'il est à un Gleason 9, vous-même vous êtes d'accord avec moi que je préfère le 6 que le 9. En tout cas, si c'est plus petit que 9. Donc, le rôle de la biopsie, c'est pour confirmer. Oui. Quand on confirme, sans confirmation, on ne peut pas faire de prise en charge. Donc, il faut la confirmation anatomo-cytopathologique avant d'agir sur ce cancer. Exactement. Alors, est-ce que la palpation voilà, des testicules, bien évidemment, est-ce que si moi, à la maison, chez moi, je palper les seins. moi, je le fais pas chez moi. Est-ce que c'est vraiment utile pour détecter ce cancer-là? Le testicule et la prostate sont deux organes différents, mais qui collaborent pour produire du sperme. D'accord? Le testicule, lui, produit les spermatozoïdes, la testostérone, et la prostate, lui, il produit la sauce à laquelle va être mangé les spermatozoïdes pour dire le sucre et le liquide séminal. Donc ça se mélange et ça forme maintenant le sperme. D'accord? Faire la palpation du testicule n'a rien à voir avec la prostate. La palpation du testicule, c'est à la recherche, disons, du cancer du testicule. Novembre bleu, c'est autant le cancer de la prostate et le cancer des testicules qui sont phares, en fait, c'est le mois phare dans la lutte contre ces deux cancers. Donc la palpation des testicules, c'est plus à la recherche des signes dans le sens du cancer des testicules. Exactement. Vous avez compris. La nuance. La petite nuance. Donc palper vos testicules. Je disais donc palper vos testicules. Et comment palper? Comment palper? Façon vous a aidé là. Mesdames. Aidez-nous aussi. Mesdames. Tu as aidé. Palper oh. Non, mais palper de la bonne manière. Vous savez que c'est sensible. Très sensible. C'est sensible. Et puis, ça ne se parle pas rounia comme ça. Non. Avec modération. Avant de palper, c'est sous une bonne douche chaude pour permettre à la peau du scrotum de se relaxer. C'est ça là. Avec douceur. La partie là, je vais couper. Je vais couper. Avec douceur. Avec douceur. D'accord? Bon, après, je reviendrai pour la palpation. Merci. Des astuces. Oui, les bien palper. Merci. Nous y reviendrons. Dans nos prochaines émissions. Donc, soyez au rendez-vous, ouais. C'est ça. Et il faut noter aussi que le cancer des testicules, c'est souvent au niveau du sujet assez jeune. Un enfant de 15 ans peut faire le cancer des testicules. Donc, de 15 ans à 45 ans, palpez vos testicules. Même au-delà, palpez, mais il faut savoir que c'est plus le sujet jeune que le sujet âgé. L'âgé, c'est la prostate, le cancer de la prostate qui est à incriminer à ce niveau. Parfait. En tout cas, le docteur a dit assez de choses. Et malheureusement, mais nous tendons vers la fin. L'affaire Quelqu'un peut me laisser parler. Non. La position en plus. C'est bon. Toi, mais tu as aimé. J'ai dit. C'est bon. Tu as aimé. C'est bon. Je peux aller. D'accord. Je disais tantôt. Quand nous tendons vers la fin de notre entretien avec le docteur Maï, mais nous n'allons pas la laisser partir sans avoir quelques conseils. Elle a donné les bons conseils déjà. Tu veux qu'elle dise encore? Si je commence. L'eau chaude. Tu veux quel conseil? C'est ça seulement qui t'intéresse. Quel conseil?
Écoutez Ezekiel. C'est ça là seulement qui t'a intéressé. S'il veut un conseil là, je vais couper pour mettre sur notre page. Ezekiel a les conseils. Donc, je dirais, là, on parle de signes précoces du cancer de la prostate ou symptômes précoces du cancer de la prostate. Sachez que le cancer de la prostate, à ses débuts, est asymptomatique. D'accord? Donc, il faut, au fait, le dépistage précoce. Au niveau précoce, on peut avant la phase symptomatique, avec le toucher rectal, on peut dépister en tout temps un début de survenue de cancer de la prostate. Et quand c'est encore à ce niveau, on guérit du cancer de la prostate. Souffrez que je dise qu'on guérit. Le cancer de la prostate est l'un des cancers qu'on guérit parfaitement, dépisté au stade précoce. Parce que quand on t'enlève ta prostate, il n'y aura plus demain de métastases ou quoi que ça. Au moins, c'est un organe sur lequel on est sûr que dépister tôt, la prise en charge est moins coûteux, efficace. C'est mieux efficiente même. J'ai dit, c'est mieux que dépister tard. Dépister tard, d'abord, il y a le coût. Et à chaque fois, on ne peut pas te faire juste une prise en charge. Ça sera vraiment complexe. Parce que dans la prise en charge, on a d'abord la chirurgie qui peut se faire par prostatectomie. On a la radiothérapie, c'est-à-dire envoyer les ondes pour aller brûler les cellules cancéreuses. On a la curithérapie, on a l'hormonothérapie, on a la chimiothérapie. Donc, pour ne pas arriver jusque-là, on va rester dans la chirurgie-là. Donc, faites-vous dépister tôt, à partir de 40 ans, s'il vous plaît. Merci. C'est important, Le à chaud, partir le de chaud, 40. le chaud. Pour le chaud, on en reviendra. C'est ça, non? Les testicules, il est assez jeune, c'est normal, il insiste sur ça, il est encore jeune. Je n'ai pas encore fait un. Et, en plus, testicules qu'on enlève, c'est comme castration, c'est fini. Pardon. Prenez soin des testicules de vos jeunes. C'est ça. Merci, docteur. Allez, le chaud. J'ai perdu ma voix dans la tête. On m'appelle, c'est super qui m'a fait la vision là. J'ai dit. En tout cas, docteur, merci beaucoup d'avoir été des nôtres dans cette émission. Ce fut un réel plaisir. Merci pour vos conseils, vos messages. Merci, merci. J'espère que le message est passé et que vous qui êtes en train de nous suivre, vous prendriez sur vous d'aller vous faire dépister très tôt du cancer de la prostate et du cancer des testicules pour pouvoir éviter que ça ne s'aggrave et que voilà, on ne revienne plus en arrière, qu'on dise c'est fini. Donc prenez la peine d'aller vous faire dépister très tôt, surtout que nous sommes encore dans novembre bleu. Profitez de ce mois. Voilà. Il y a même des promotions, des dépistages gratuits, tout ça. Justement. Voilà. Donc allez le faire. En tout cas, le docteur vous soutient à 100%. Ah oui, moi-même, je vous soutiens. Avec ruban bleu et puis l'eau chaude. Bleu. Bleu. Ça, c'est vrai soutien. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche rien. Je ne lâche pas l'affaire. Je ne lâche rien. Je lâche rien. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Je rappelle que c'est le docteur Maï Bonbonne Bedevi. Elle est anatomo-cytopathologiste. Elle a été des nôtres. Oh là là. Anatomo-cytopathologiste. Elle est devenue. Attends. Anatomo-cytopathologiste. Ouais. Avec la position, c'est gâté. Merci beaucoup, docteur, d'être venu dans cette émission. Merci à vous, Nachat et Ezekiel. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Merci à Gisèle Sossou. Merci également à Gisèle. Je n'allais pas oublier, justement. Merci beaucoup à Gisèle pour sa rubrique de ce matin à l'hôpital. Un petit coucou à elle. Hein. Voilà, coucou à toi depuis ta position. Voilà. Et merci également à vous tous qui avez suivi cette émission ce jour. On se donne rendez-vous demain pour un tout nouveau numéro de cette émission, le plateau du bien-être. Portez-vous bien. Au revoir. Ciao.